à mes côtés, enfin à mes côtés, c'est une façon de parler puisque maintenant nous sommes en ligne, Florence Corne, qui est directrice adjointe des relations avec les épargnants et de leur protection, et ce mot est important, de l'autorité des marchés financiers. Je suis ravi d'avoir Florence avec nous, ça fait longtemps que je la connais. Euh, et, euh, et je la remercie et je remercie aussi l'autorité d'organiser cette session dans le cadre du Next Challenge pour présenter l'AMF avec laquelle beaucoup d'entre vous, je pense, seront en relation dans les années à venir. Alors, le titre de ce webinaire, c'est l'AMF gendarme de la bourse avec un point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est important parce que c'est vrai que l'AMF est le gendarme de la bourse, mais moi j'ai été dans une autre vie membre pendant pas loin de 20 ans de la commission épargnante de l'AMF et j'ai pu constater dans les multiples travaux que nous avons menés ensemble ou auxquels j'ai participé, que l'AMF, ce n'est pas que le gendarme de la bourse et je laisse à Florence le soin de nous dire pourquoi et comment. Oui, merci Aldo. Bonsoir Aldo et bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous ce soir pour vous expliquer davantage ce qu'est l'AMF, ses missions, son organisation, vous expliquer aussi ses actions en matière de protection des épargnants et puis plus spécifiquement les actions menées par ma direction pour bien informer et bien connaître les épargnants. Donc je vous propose qu'on commence par vous présenter donc l'autorité des marchés financiers, ses missions et son organisation. Alors déjà, c'est important de savoir qu'on a le statut d'autorité publique indépendante, ce qu'on appelle une API. Ça signifie en fait qu'on a déjà la personnalité morale, donc on a vraiment une autonomie juridique et fonctionnelle, et on a aussi une autonomie financière. Et pensez peut-être qu'on est financé par les différents impôts et taxes, mais non, ce n'est pas le cas. En fait, on est financé par les différentes sociétés, les différents acteurs que l'on régule. Et l'indépendance, elle est vraiment fondamentale dans l'exercice de notre mission. C'est quelque chose qui s'exprime au quotidien pour l'ensemble des collaborateurs, dans nos travaux, nos analyses, nos prises de position, les décisions aussi de l'autorité et avec toujours le souci d'agir dans l'intérêt général. Alors, quelles sont plus précisément nos missions? Il y en a trois, en tout cas, que nous a confié le législateur, qui sont de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, à la formation des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Donc, comme le disait Aldo, on a souvent tendance à nous qualifier de gendarmes de la bourse. On le voit encore régulièrement repris dans des articles de presse. C'est vrai, mais nous ne sommes pas qu'un gendarme de la bourse. Alors oui, on est un gendarme dans le sens où on a un rôle de surveillance des marchés financiers et également, on a des pouvoirs de contrôle, d'enquête et de sanctions. Ces contrôles et ces enquêtes peuvent aboutir à des sanctions des acteurs que l'on régule. Mais nos missions vont bien au-delà, puisqu'on va notamment surveiller l'information financière des sociétés cotées. On régule les produits d'épargne collective, donc tout ce qui est fonds, également les professionnels des services financiers, donc ça va être notamment les banques qui ont le statut de prestataire de services d'investissement, donc ce qu'on appelle les PSI dans notre jargon, pour pouvoir proposer des services d'investissement à leurs clients, mais également des acteurs plus récents comme ce qu'on appelle les PSFP, les prestataires de services de financement participatif, pour vous proposer du crowdfunding, et aussi les PSCA, les prestataires de services de cryptoactifs. On participe aussi à l'évolution de la réglementation boursière et financière. Et vis-à-vis des professionnels, on a aussi un rôle d'accompagnement et de suivi. C'est important, on est là aussi pour les accompagner, pour qu'ils comprennent bien la réglementation et qu'ils puissent ensuite bien l'appliquer. Et j'y reviendrai plus en détail après dans les actions de ma direction, un rôle d'accompagnement de la direction. Donc voilà, l'AMF, c'est vraiment le régulateur de la place financière française, de ses acteurs et des produits financiers qui y sont commercialisés.
Alors, Florence, ça suppose une organisation quand même assez complexe. Et puis des équipes très étoffées, non? Oui, oui, oui. Alors, très étoffé, pas forcément en Pas nombre, suffisamment, je présume. on reste encore on va dire une grosse PME, on est un peu plus de 500, mais comme vous le voyez à l'écran, il y a effectivement plusieurs directions et une organisation oui, qui peut en tout cas de l'extérieur apparaître complexe et que je propose de détailler. Alors, vous voyez sur l'organigramme déjà, il y a deux entités qui sont sur fond bleu foncé. Ce sont le collège et la commission des sanctions, parce que l'AMF, c'est une institution collégiale et qui a donc deux organes collégiaux distincts et avec des missions différentes. Donc le collège, qui a à sa tête la présidente de l'AMF, et ça, c'est l'organe décisionnel et de poursuite aussi de l'AMF. Et la commission des sanctions, c'est l'organe de jugement habilité à prononcer des sanctions disciplinaires et pécuniaires. Donc le collège, lui, il va adopter les nouvelles réglementations, il va prendre des décisions individuelles, par exemple la conformité d'une offre publique d'acquisition, l'agrément d'une société de gestion ou d'un fonds. Il va aussi examiner les rapports de contrôle et d'enquête produits par les services de l'AMF. Et en tant qu'organe de poursuite, c'est lui qui va décider de l'ouverture des procédures de sanction ou d'injonction. Le collège, il se réunit 2 fois par mois. En fait, c'est le jeudi matin tous les 15 jours. Il est composé de 16 membres qui ne sont pas des collaborateurs de l'AMF, mais des personnalités de l'extérieur qui ont été nommées par différentes institutions, organisations. Et donc, dès qu'il y a des dossiers ou des sujets à valider, ben, les collaborateurs de l'AMF vont présenter avec une note le sujet au collège pour que le collège l'approuve ou dans certains cas ne l'approuve pas. Donc ça, c'est pour le collège. Et la commission des sanctions, elle est composée de 12 membres qui sont des magistrats ou des professionnels et elle peut sanctionner toute personne dont les pratiques sont contraires aux lois et aux règlements qui sont dans le champ de compétences de l'AMF ou qui sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou encore au bon fonctionnement du marché, qui sont deux des trois missions que nous avons vues. Et donc, elle va statuer sur les griefs qui lui sont transmis par le collège. Donc voilà, je pense que c'est déjà important de bien comprendre cette organisation collégiale. Ensuite, vous avez au-dessus du collège et en dessous la présidente et le secrétaire général. Alors, la présidente, elle, pour faire simple, elle a qualité pour agir au nom de l'AMF devant toute juridiction et donc elle représente l'AMF dans tous les actes de la vie civile. Et donc les équipes de l'AMF sont aussi placées sous son autorité puisque la présidente exerce en quelque sorte les compétences du chef d'entreprise pour l'application du Code du travail. Et le secrétaire général, lui, il est nommé par la présidence. Il est chargé du fonctionnement et de la coordination des équipes de l'AMF sous l'autorité de la présidence. Donc, c'est avec lui que nous travaillons au quotidien. Je vous propose après de passer aussi un peu de temps donc, sur le rôle des différentes directions. Je vais commencer par la mienne, la direction des relations avec les épargnants et de leur protection, même si on rentrera un peu plus dans le détail de l'activité tout à l'heure. On est une direction qui est là vraiment pour s'assurer de la prise en compte des intérêts des épargnants, des consommateurs financiers, avec différentes missions. Et donc, on veille notamment activement sur les tendances de l'épargne, sur les comportements, les attitudes des épargnants, les pratiques de commercialisation et de promotion aussi vis-à-vis d'eux. On surveille les offres non autorisées aussi, puisque malheureusement, il y a beaucoup d'offres non autorisées, d'arnaques. Et donc, on dénonce auprès du public les pratiques illégales. On est là aussi pour dialoguer avec l'épargnant, pour l'informer, l'alerter, le protéger. Et puis, on a une équipe de médiation qui fait partie de la direction, même si vous voyez donc le médiateur qui, lui, est au-dessus, en haut, à gauche, dans un carré couleur bleu moyen. Donc, le médiateur, lui, il est indépendant. Mais son équipe de juristes voilà, fait partie de la direction puisque c'est en relation avec les épargnants. La médiation offre un service gratuit et confidentiel pour régler à l'amiable les litiges. Et donc, comme c'est confidentiel, même si cette équipe fait partie de la direction, moi ou la directrice, nous ne connaissons pas les dossiers individuels de médiation.
Donc ça, c'est la première direction que vous voyez vers le bas. Ensuite, vous avez la direction de la gestion d'actifs. Elle, c'est la direction qui va agréer et suivre les sociétés de gestion et les différents produits qu'elles conçoivent, donc principalement les fonds d'investissement. Elle a également pour rôle de suivre les distributeurs, donc ce qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, les prestataires de services d'investissement, le statut que doivent avoir les banques pour proposer de l'investissement, mais aussi les CIF, les conseillers en investissement financier. C'est un statut que doivent avoir ceux qui s'appellent des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour pouvoir proposer là aussi des investissements. Et puis, j'ai évoqué tout à l'heure les PSFP pour le financement participatif, c'est aussi cette direction qui les suit. Après, troisième direction sur la même ligne, c'est la direction des données marchés qui a deux grandes missions. Une mission de suivre et de superviser les infrastructures de marché, les intermédiaires de marché. Et donc là, dans les intermédiaires, on va aussi retrouver des banques, mais ça va être plutôt des banques en ligne. Mais les banques en ligne qui sont régulées par l'AMF. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous investissent. En général, on sait que les jeunes investissent plutôt auprès de banques en ligne, mais elles ne sont pas toutes régulées par l'AMF puisque certaines peuvent être autorisées dans un autre pays de l'Union européenne et intervenir aussi auprès d'un public en France par la libre prestation de services. Et l'autre grande mission de cette direction… Florence, j'ai Oui, une petite remarque là à ce sujet. Je ne sais pas si, je me souviens plus si tu vas en parler après, mais c'est important de dire que si on est client d'un organisme qui n'est pas régulé par l'AMF ou qui n'est pas régulé par un homologue de l'AMF dans l'Union européenne, on n'a aucun recours. alors On n'a pas de déjà, protection, on n'a pas de protection. oui, alors effectivement, dans ce cas-là, ça veut dire que la personne n'est pas du tout autorisée, ou la société, à proposer ses services en France, puisque pour pouvoir proposer des services d'investissement en France, soit il faut être régulé et bénéficier d'une autorisation AMF, soit avoir une autorisation d'un autre régulateur dans l'Union européenne. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt risqué parce qu'effectivement, il n'y a pas de protection et puis il y a le risque que surtout, ça soit un escroc. Donc, quand vous investissez, investissez auprès de quelqu'un qui est autorisé à proposer ses services en France, donc soit par l'AMF, soit par un autre régulateur dans l'UE, effectivement. Et puis donc, l'autre grande mission de cette direction, c'est de surveiller les marchés. Donc, il y a toute une surveillance qui se fait vraiment au quotidien de ce qui se passe sur les marchés financiers français pour détecter les abus de marché ou les manquements professionnels. Si je continue sur la même ligne, vous avez la direction des émetteurs et des affaires comptables. Là aussi, pour faire relativement simple, c'est la direction qui va veiller à la qualité de l'information financière diffusée par les émetteurs, donc les sociétés cotées, dans le cadre de leurs obligations ou à l'occasion d'opérations financières comme les OPA, les OPR ou encore les augmentations de capital. Après, vous avez ce qu'on appelle, nous, la filière répressive et qui va concerner deux directions. La direction des enquêtes et des contrôles que vous avez sur la même ligne et puis la direction de l'instruction et du contentieux des sanctions que vous avez sous la commission des sanctions. Donc, la filière répressive, ce sont toutes les activités de contrôle, d'enquête et de suivi des procédures de sanctions et de contentieux. C'est notamment là une des missions du gendarme. Alors, la direction des enquêtes, elle enquête sur tout ce qui est abus de marché, donc manipulation de cours, délit d'initié, diffusion de fausses informations, et souvent en coopération aussi avec nos homologues étrangers, puisque c'est souvent au niveau international. La direction des contrôles, elle, va effectuer des contrôles pour s'assurer du respect des obligations professionnelles des établissements régulés par l'AMF. Et enfin, la direction de l'instruction et du contentieux des sanctions, elle instruit les dossiers de sanctions et elle suit les contentieux y afférents. Après, si je remonte un peu vers le haut et sous le médiateur, vous avez la direction de la régulation et des affaires internationales. Ça, c'est la direction qui va élaborer les principes de régulation et les règles qui gouvernent les différentes activités financières soumises au contrôle de l'AMF. Elle organise la concertation avec les professionnels du marché. Elle anime notamment les instances consultatives du régulateur. Alors, Aldo a évoqué
La commission consultative épargnant, alors c'est la seule qui n'est pas gérée par cette direction, puisqu'elle est gérée par la direction des relations avec les épargnants et de leur protection. C'est assez logique, et notamment par moi et mon équipe. Mais après, il y a 5 autres commissions consultatives qui correspondent aux principales directions opérationnelles que j'ai citées. Par exemple, il y a une commission consultative gestion, une commission consultative émetteur. Et puis, c'est la direction qui va coordonner la participation de l'AMF aux travaux internationaux et européens et qui va aussi accompagner les différentes initiatives par des actions de communication et surtout de coopération et d'entretien de relations institutionnelles actives avec l'ESMA et l'OICV. L'ESMA, c'est l'Autorité européenne des marchés financiers. L'OICV, c'est l'Organisation internationale des commissions de valeur. Donc, c'est une organisation qui regroupe les principaux régulateurs des marchés dans le monde, et puis aussi avec des relations bilatérales avec l'ensemble de nos homologues. Et pour presque finir sur cette organisation, vous avez tout en bas la direction des affaires juridiques. Alors, cette direction, elle va en fait accompagner l'ensemble des directions opérationnelles dans l'exécution de leur mission pour apporter une expertise juridique. Et c'est aussi la direction qui va assurer la coordination des travaux de transposition des textes européens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la différence entre les directives et les règlements, mais en fait, les directives européennes, elles doivent être transposées dans les différents droits nationaux, donc pour la France en droit français, alors que les règlements sont d'application directe. Donc, quand c'est une directive, c'est cette direction qui va coordonner la transposition en droit français et souvent en lien aussi avec la Direction générale du Trésor. C'est aussi la direction qui va prendre en charge le suivi des principales réformes législatives et réglementaires dans notre champ de compétences. Et puis, elle accompagne aussi les différents travaux de doctrine de l'autorité. Alors, la doctrine, en fait, ce sont des textes qui vont préciser l'application de la réglementation, alors sous la forme soit d'instructions, soit de positions, soit de recommandations. Donc voilà sur l'organisation. Après, vous avez d'autres directions classiques, hein, la direction de la communication et la direction ressources, support et transformation, c'est tout ce qui est DRH, DSI et direction financière. Voilà, on a passé un petit peu de temps là-dessus, mais je pense que c'était important de bien comprendre. Absolument. On voit donc une organisation très, très, très sophistiquée. Tu disais au début que vous étiez une grosse PME, ça, un peu plus de 500 personnes. Ça suppose un volume d'affaires, un volume de sujets traités relativement important, je présume. Oui, 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 c'est considérable. Donc là, je vous ai mis les chiffres clés 2024 qui ont été publiés dans notre rapport annuel. Les chiffres clés 2025 seront dans le rapport annuel 2025 qui sera publié fin mai. Mais effectivement, il y a des gros volumes d'activité, hein, comme tu le disais, Aldo. Donc, on retrouve les 500. Donc, on était 516 hein, l'an dernier, hein, enfin, même l'année encore avant. Avec d'ailleurs un peu plus de 70 stagiaires, 70 ou 80 suivant les années. On a notamment un peu plus de 13 000 demandes qui ont été traitées par notre plateforme en relation avec le public et principalement les épargnants. La médiation a eu presque 2000 dossiers. Je ne vais pas dérouler tous les chiffres, et vous pouvez les retrouver dans le rapport annuel, mais vous avez ensuite des chiffres qui concernent les émetteurs, puis ensuite des chiffres qui concernent les sociétés de gestion, avec le nombre de sociétés de gestion agréées, suivies, le nombre de fonds, les PSAN. Alors, ça, c'est le statut français qui va s'éteindre définitivement le 30 juin et donc être remplacé par les PSCA. On a déjà des PSCA agréés hein, sur les cryptos. Après, vous avez des chiffres sur les enquêtes et les contrôles et enfin des chiffres sur ce qui est sanctions et aussi accords de transaction, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, dans certains cas, on peut proposer à la société de ne pas aller en sanction, mais d'entrer en transaction avec l'AMF. Et dans ce cas-là, elle va aussi payer un montant à l'AMF. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut prévoir, s'il y a des cas qui impactent les épargnants, prévoir une indemnisation des épargnants dans cet accord de transaction. Et j'ai vu passer la petite question d'humour. Non, une autorité publique ne sera pas cotée sur Euronext. Ça n'est pas possible. Mais voilà, Alors, effectivement, pour il vous y a, donner un aperçu de ce que ça représente.
il y a un point quand même souvent, moi j'ai remarqué dans ma vie précédente que beaucoup d'épargnants ont du mal à comprendre un aspect très particulier de la façon dont la surveillance de l'épargne est organisée en France. Beaucoup de produits qui sont proposés aux épargnants, beaucoup de produits financiers qui leur sont proposés à travers l'assurance vie, ne rentre pas dans votre champ de compétences. Alors, comment ça se passe et comment vous arrivez quand même à savoir ce qui se passe dans ce monde de l'assurance vie qui est très, enfin, dont les épargnants sont friands. Oui, c'est vrai que c'est pas évident pour les épargnants de comprendre qui régule quoi en France, si tant est qu'ils sachent qu'il y a des régulateurs. C'est même des fois pas évident pour certains professionnels comme les conseillers en relation avec les épargnants. Nous, on va vraiment être compétents sur tout ce qu'on appelle les marchés financiers et les instruments financiers. Donc, ça va être les actions, les obligations, les fonds, bon, j'ai évoqué les cryptoactifs, le financement participatif, mais effectivement, tout ce qui est assurance vie ou encore épargne bancaire, c'est un autre régulateur, c'est la CPR. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on pense placement, investissement, on peut penser aussi à l'assurance vie. Et en plus, dans l'assurance vie, il y a des unités de compte. Et les unités de compte, en fait, ce sont des fonds qui sont régulés par l'AMF. Donc, en fait, on a un mécanisme institutionnalisé de coordination qui a été créé en 2010, donc par le législateur. C'est le législateur qui a souhaité que l'AMF et la CPR, qui est donc cet autre régulateur, se coordonnent. Et juste pour préciser aussi le rôle de la CPR, donc c'est l'épargne bancaire, c'est l'assurance vie, mais c'est plus globalement en fait tout ce qui est bancaire et toute l'assurance, donc assurance auto, habitation, moyens de paiement, compte, crédit, c'est la CPR. Mais là où on se coordonne, c'est uniquement sur tout ce qui est épargne et placement. Et en fait, dans ce mécanisme de coordination, il y a trois aspects où on doit se coordonner. On doit se coordonner déjà sur les propositions de contrôle et notamment aussi analyser les résultats de contrôle parce qu'on peut être amené à contrôler les mêmes sociétés et puis dans certains cas à faire du contrôle à la fois sur les fonds et sur les unités de compte commercialisées en assurance vie. Deuxième point sur lequel on doit se coordonner, c'est en matière de veille et de surveillance des campagnes publicitaires, donc en direction des épargnants. Et enfin, on doit offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients assurés, bénéficiaires et épargnants qui s'appelle Assurance Banque Épargne Info Service. Et nous avons notamment un site commun dont vous voyez la page d'accueil à l'écran. Comment ça fonctionne? En fait, on a déjà un coordonnateur en alternance qui change tous les 2 ans. Donc en ce moment, c'est l'AMF qui a ce rôle-là. Et donc c'est plus précisément France Mayer qui est la directrice des relations avec les épargnants et de leur protection. Et puis l'année prochaine, ça changera et ce sera la CPR. Et on a une réunion tous les mois. On en avait d'ailleurs une cet après-midi pour justement échanger. On échange tous les mois sur les aspects de contrôle. Sur tout ce qui est veille, surveillance de la publicité, là, on échange 2 fois par an, mais on l'a fait cet après-midi. Sur ce qui est assurance banque épargne info service, on a des comités dédiés plusieurs fois par an. Et puis, lors de ces réunions, on va aussi échanger sur un certain nombre de groupes de travail. Chaque année, on se fixe un programme de travail. Donc, par exemple, on travaille en ce moment sur les produits structurés, d'une part, sur aussi les sujets de finances durables et puis sur d'autres sujets. Donc voilà, avec des échanges très, très réguliers, très fréquents entre les collaborateurs des deux autorités. Alors, maintenant, on pourrait peut-être parler plus précisément de la protection des épargnants et puis de vos orientations stratégiques que vous venez de publier, si je ne m'abuse. Alors, les orientations stratégiques, elles sont fixées pour 5 ans. On se fixe toujours des orientations sur 5 ans et donc elles ont été publiées mi-2023 jusqu'à fin Ah, pardon. 2027. Et ce qu'on vient de publier, ce sont nos priorités d'action pour Ah, l'année. ok, Puisque, ouais. voilà, on se fixe effectivement des grandes orientations pour les 5 années à venir et chaque année, on précise
les actions que l'on va mener au cours de l'année. Donc là, à l'écran, vous voyez d'abord les orientations stratégiques qu'on a intitulées Impact 2027. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on les a fixées, Paris était devenu la première place financière européenne. Donc c'est important. Et pour le régulateur, c'est important et ça fixe aussi de grandes responsabilités, je dirais. C'est pour ça qu'on a défini dans ce plan stratégique qu'on était un régulateur engagé dont l'action servira à 2 axes transversaux et 3 priorités thématiques. Les 2 axes transversaux, c'est d'être d'abord un régulateur exigeant pour une place financière de premier plan, puisqu'on était devenu donc la toute première, et puis aussi une action internationale forte pour une norme de qualité appliquée de manière homogène. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est très ouvert, très internationalisé. C'est important que la norme, les règles soient les plus homogènes en fait entre les différents pays, au niveau européen particulièrement, mais aussi au niveau plus global. Et on s'est fixé 3 priorités thématiques. La première, qui correspond à la première mission de l'AMF que j'ai évoquée au début, c'est de protéger les épargnants. Et c'est vrai que j'évoquais un monde de plus en plus ouvert, on est dans un monde de plus en plus digital, avec des nouveaux acteurs, des nouvelles offres, des nouveaux modes de commercialisation. Enfin, on est vraiment dans un monde qui évolue très vite. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le secteur financier et plus ça va, plus je constate que c'est un secteur qui évolue rapidement. Et pour les épargnants, c'est à la fois un nouvel univers d'opportunités, mais aussi de risques. Donc, on a vraiment un rôle important à jouer. Et je vais détailler après, effectivement, nos actions pour cette année. La deuxième priorité stratégique, c'est de promouvoir une finance plus durable. L'AMF croit vraiment en la finance durable et au fait que la finance doit contribuer à la transition vers une économie plus durable. Et donc, on veut faire avancer, mais aussi clarifier la réglementation en la matière, et y compris en veillant à la bonne information des épargnants et en accompagnant les acteurs dans la bonne mise en œuvre des nouvelles règles. Et ça rejoint ce que je vous ai dit en début, qui était d'accompagner aussi les professionnels. Et puis, la troisième priorité, c'est d'accompagner l'innovation. On a aussi un positionnement de régulateur ouvert à l'innovation et donc on prend une part active dans les travaux internationaux et européens sur la finance ouverte, l'open finance, la finance décentralisée, la DeFi et aussi l'intelligence artificielle. Et on maintient notamment une proximité avec l'écosystème de l'innovation pour bien le comprendre et pour derrière aussi bien le réguler. Et la France a d'ailleurs été pionnière en matière de régulation des cryptoactifs avec la loi Pacte et le statut de PSAN que j'évoquais tout à l'heure, même si maintenant on a une régulation européenne avec MiCA et les PSCA. Et puis, vous voyez en bas, il y a un socle essentiel avec une organisation attractive dans une dynamique d'amélioration de la performance. L'AMS, c'est vraiment un régulateur qui est reconnu pour sa compétence. Et celle-ci, elle repose principalement sur l'excellence, l'expertise et l'engagement de ses collaborateurs. Donc, ce socle est vraiment essentiel. Et sur la Voilà. protection des épargnants stricto sensu, quels sont vos axes d'action plus précisément? Oui, alors plus précisément pour cette année, on a fixé 3 grandes priorités d'action en matière de protection des épargnants. Donc, que vous voyez à l'écran et que je vais détailler un petit peu. Donc, l'action 6, parce qu'avant, il y avait de la 1 à la 5, ce sont d'autres actions dans d'autres domaines et vous les retrouvez dans le document qu'on avait publié sur notre site. Donc, l'action 6, c'est de surveiller les pratiques des acteurs traditionnels et émergents de la distribution et ça concerne plusieurs directions et pas que la mienne. Ça concerne aussi beaucoup la direction de la gestion d'actifs, la direction des données des marchés et la direction des contrôles. Et ce qu'on souhaite cette année, c'est d'une part de renforcer le dispositif de supervision directe et indirecte des acteurs traditionnels de la distribution en France. Donc, ce sont d'une part les banques et d'autre part les CIF que j'ai évoqués tout à l'heure. On va notamment renforcer nos moyens pour surveiller la documentation commerciale de certains produits financiers. On a créé une fonction dédiée et notamment on va utiliser l'IA pour détecter des documents commerciaux déséquilibrés, donc qui vont mal informer les épargnants. Et puis on a aussi des actions vis-à-vis des CIF en impliquant mieux leurs associations professionnelles puisqu'ils doivent adhérer à une association professionnelle, en intégrant une dimension pédagogique dans les contrôles aussi des CIF.
Et puis, au-delà de ces réseaux traditionnels, qui ont encore un rôle prédominant dans la distribution en France, on observe quand même qu'il y a de plus en plus de parts de marché de nouveaux entrants, ce qu'on appelle souvent les néo-brokers, et qui peuvent progresser rapidement sur certains segments en croissance, notamment les ETF. Et en réponse à cette évolution, l'AMF va adapter son action et notamment en entretenant des relations avec ses brokers en ligne, mais dont la plupart, on évoquait tout à l'heure, agissent en libre prestation de services, donc sans implantation en France, autorisée dans un autre pays de l'Union européenne, donc avec un autre régulateur, ou parfois en ce qu'on appelle le libre établissement, c'est-à-dire qu'ils ont une succursale sur le territoire, mais pas de personnalité morale. Et bien sûr, le cas échéant, en échangeant aussi avec leurs superviseurs nationaux. Par exemple, dans mon équipe, on a fait des visites mystères l'année dernière auprès d'applications mobiles. Et donc, il y avait aussi des visites mystères auprès d'applications mobiles d'établissements régulés dans un autre pays de l'UE. Donc, on n'a pas présenté, nous, les résultats directement à ces sociétés, mais on les a présentés à leurs régulateurs qui ont pu les diffuser. Et puis, toujours dans cette action, on va aussi repenser nos modalités de surveillance des marchés retail. C'est important qu'on regarde bien ce qui se passe. Et on va continuer à documenter l'évolution des usages, et notamment des usages des épargnants. On va mener avec mon équipe une étude sur la perception et les usages des cryptoactifs. L'AMF, en fait, n'a jamais fait d'études dédiées sur les cryptos et les épargnants. Donc, on va le faire. Et on va faire une nouvelle campagne de visite mystère aussi. On en refait chaque année. Donc ça, c'est la première action. La deuxième, celui que je t'ai déjà évoqué un peu, c'est de lutter contre les arnaques et les mauvaises pratiques en ligne. C'est vrai que dans un monde digital, numérique, on a une massification de pratiques problématiques avec des manquements à de la réglementation, mais aussi donc, beaucoup de prestations de services d'investissement sans autorisation. Parfois, c'est sans autorisation, sans vouloir, parce que les acteurs n'ont pas bien compris. Mais malheureusement, c'est aussi beaucoup d'escrocs qui sont là pour arnaquer les Français, les épargnants. Et on a une sophistication croissante des arnaques financières, notamment avec l'intelligence artificielle. Et donc, ça devient plus difficile de les distinguer pour les épargnants des offres licites. Donc, on va poursuivre cette année nos actions de détection des offres frauduleuses. On va industrialiser la veille publicitaire et qu'on fait aussi maintenant sur les réseaux sociaux, puisque la publicité passe beaucoup par les réseaux avec des instruments innovants à base d'intelligence artificielle. Et on continue aussi à utiliser les signalements que nous font les épargnants et les professionnels auprès de notre plateforme MF Épargne Info Service. On va aussi mener une nouvelle campagne de communication anti-arnaque sur les réseaux sociaux. Je vous présenterai tout à l'heure la précédente. Et on engage également des discussions avec certaines plateformes, les grandes plateformes de réseau, pour voir comment on pourrait mettre en place des processus pour permettre de mettre plus rapidement fin aux mauvaises pratiques. Et puis enfin, la huitième action, et troisième en matière de protection des épargnants, c'est de favoriser l'accès à une éducation financière adaptée aux nouveaux modes d'investissement. Et donc là, c'est aussi, comme la septième, une action uniquement du côté de ma direction. On va poursuivre donc, nos actions pédagogiques en direction des épargnants et en particulier les nouveaux investisseurs avec une troisième campagne. Et je vous dirai un mot tout à l'heure sur la première et la deuxième campagne. Donc, on n'a pas le temps, et puis en plus, ce n'est pas dans le champ de ma direction, d'échanger sur les autres actions de l'AMF pour 2026. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller retrouver le document qu'on a publié le mois dernier sur notre site qui s'appelle Priorité d'action et de supervision. Il y en a par exemple deux que je peux vous, ou même trois que je peux vous citer qui peuvent vous intéresser. C'est l'action 9 qui concerne la finance durable pour simplifier, pour mieux faire appliquer la réglementation en matière de finance durable. La 10 sur la finance digitale, accompagner l'essor de la finance digitale et l'innovation dans le domaine financier. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que l'on fait en tant qu'employeur, si ça vous intéresse de faire un stage ou un jour de travailler chez nous, c'est l'action 13, être reconnu comme un employeur de référence. On a notamment une politique forte de mobilité interne et de formation. Alors, je vois qu'il y a effectivement une question sur ce qu'on fait à l'école, au collège ou au lycée. Alors, c'est vrai que nous, on intervient
peu, en fait, toutes nos actions d'éducation financière que je vais présenter rapidement après s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation financière qui est pilotée par la Banque de France. Et c'est une stratégie partenariale, donc avec différents acteurs, dont l'AMF. Et tout d'abord, la Banque de France a un portail qui s'appelle Mes questions d'argent, avec des liens vers différents sites, dont celui de l'AMF. Et la Banque de France mène des actions à l'école, notamment au collège, il y a un passeport pour les quatrièmes, avec un petit volet épargne et placement. Mais voilà, il faut, avant d'en arriver à l'investissement, et donc au champ de l'AMF, il faut déjà que les jeunes sachent comment gérer un budget, qu'est-ce qu'un compte, qu'est-ce qu'un crédit, un livret d'épargne, et après on peut leur parler d'investissement. Alors, c'est vrai que les lycéens s'intéressent de plus en plus à l'investissement. Il y avait jusqu'il y a peu le service national universel, dans lequel il y avait un module d'éducation financière, y compris sur les placements et la prévention des arnaques. Voilà, mais on va continuer avec la Banque de France à mener des actions pour toucher les écoles. Et puis l'un des partenaires aussi de cette stratégie, c'est la Finance pour tous, qui mène aussi des actions auprès des enseignants et des jeunes. Qui est un site très bien fait d'ailleurs. Oui, tout à Alors, fait. à propos de site, de quels moyens disposez-vous pour justement mener ces actions et informer les épargnants et puis connaître aussi leurs préoccupations, leurs besoins et euh, voilà ce qu'ils souhaitent en fait. Alors effectivement, en matière de pédagogie en direction des épargnants, on a nombreuses actions en fait, déjà pour les accompagner dans leur démarche d'épargne. Ça commence par le site de l'AMF. En fait, quand vous allez sur le site de l'AMF, vous voyez tout de suite en haut qu'il y a espace professionnel, espace épargnant. Donc les épargnants, c'est sur l'espace épargnant. C'est vraiment un espace qui leur est dédié, avec des informations pour comprendre les produits financiers, les marchés financiers, les bons réflexes à avoir pour investir, mais aussi comment protéger son épargne et la protéger face aux arnaques, avec différents formats, puisqu'on a des articles, des vidéos, des simulateurs, des infographies, des outils interactifs. Donc voilà, une multitude de formats et une variété d'informations pour les épargnants. J'ai déjà un peu évoqué les réseaux, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'information, elle passe beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, l'AMF, en tant qu'institution, est présente sur des réseaux comme LinkedIn et comme X, et elle est également présente sur Facebook et Instagram. Et là, elle s'adresse uniquement aux épargnants. Donc, vous ne retrouverez pas l'information institutionnelle que vous pouvez trouver, par exemple, sur LinkedIn, si vous nous suivez sur LinkedIn. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre. Je ne vais pas vous demander de nous suivre peut-être sur Facebook, on sait que les jeunes n'y sont plus beaucoup, mais à nous suivre sur Instagram. On a aussi, et sur Instagram, où il y a l'écran, vous voyez deux exemples de posts que l'on a fait. Instagram, on s'adresse vraiment à un public jeune, 18-35 ans, donc vous voyez le petit bonhomme Lego, Pikachu. On a aussi une newsletter auquel on peut s'abonner sur le site, qui est envoyée tous les 2 mois pour rester informé sur nos nouveaux contenus, les événements, mais aussi des contenus pédagogiques déjà existants, mais qui sont en lien avec l'actualité du moment. Et puis, j'ai déjà un peu évoqué notre plateforme Épargne Info Service et la médiation. Donc, Épargne Info Service est là pour répondre aux questions des épargnants, que ce soit une demande d'information, une réclamation, un signalement. Et puis, la médiation, c'est quand on a un litige avec son établissement. Alors, dans ce cas-là, il faut... Ouais. Merci à tous de bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Je vois un micro ouvert. Si vous avez un litige avec votre établissement financier, sachez qu'il faut déjà faire une réclamation auprès de cet établissement. Et si au bout de 2 mois, vous n'avez pas de réponse, ou si la réponse reçue ne vous satisfait pas, et que c'est bien sûr dans le champ de compétences de l'AMF, vous pouvez vous adresser au médiateur qui vous offrera un service donc gratuit et confidentiel. En fait, le médiateur va se mettre en relation avec le professionnel et puis va analyser le dossier, va rendre un avis qui peut être favorable ou défavorable à l'épargnant, ça dépend des cas. Et si c'est défavorable, il va bien sûr lui expliquer pourquoi. Euh, Prévention. Oui, Aldo? non, vas-y.
Ah oui, 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 justement, sur ce sujet de la prévention des arnaques, comment est-ce qu'on peut s'adresser directement à vous pour vous signaler des arnaques ou pour obtenir une résolution d'un conflit ou de comment ça se passe en pratique? Oui, alors il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à nous contacter, et donc notamment à contacter MF Épargne Info Service. C'est important déjà parce que c'est un des capteurs pour nous pour capter les offres non autorisées et ensuite donc potentiellement les mettre sur nos listes noires ou voire même dans certains cas faire des mises en garde spécifiques. Et c'est important que les épargnants nous appellent s'ils ont le moindre doute plutôt que d'investir et de tomber sur une arnaque. C'est pas toujours évident pour eux de savoir si c'est voilà, si c'est vraiment quand ils ont une proposition d'investissement, si c'est vraiment autorisé ou pas. Donc il vaut mieux qu'ils nous contactent et nous on leur dira s'il y a un risque d'arnaque. Et un chiffre important à travers l'une de nos études, c'est qu'on a 16% des Français qui déclarent avoir été victimes d'une arnaque à l'investissement sur les années passées. Donc c'est quand même considérable. D'où notre rôle vraiment de surveiller toutes ces offres financières et de publier ensuite des listes noires pour alerter. Et donc pour alerter plus facilement les épargnants, on a un site dédié qui s'appelle AMF Protect Épargne. Vous voyez à l'écran avec la version mobile, mais c'est aussi une version ordinateur. Ça permet d'accéder plus facilement à nos listes noires et listes blanches, hein. C'est les deux boutons, les deux carrés noirs et blancs en haut de l'écran. Et puis, ça permet aussi d'avoir une indication sur le niveau de risque d'arnaque d'une proposition d'investissement. Ça, c'est le bouton bleu turquoise, suis-je victime d'une arnaque? Parce qu'en fait, les escrocs, ils ont toujours les mêmes techniques de manipulation, quelle que soit l'offre, le domaine. Et donc, en fait, en 6 questions, il y a un petit curseur qui va du vert à l'orange et au rouge. Et donc, si c'est au rouge, c'est probablement une arnaque. Et parce qu'en fait, les listes noires, elles ne peuvent jamais être exhaustives. Un escroc, on l'inscrit sur liste noire, il va créer, dans les jours qui viennent, un autre site. Et donc, nous, on va finir par l'inscrire sur liste noire, mais ça prend quelques temps. On fait bien sûr des vérifications pour être sûr de ne pas mettre non plus quelqu'un d'autorisé sur liste noire. Donc, c'est important d'avoir aussi ce simulateur de risque d'arnaque. Et puis, avec ce site, on peut signaler des fraudes à l'AMF, se tenir informé aussi des alertes et mises en garde avec des notifications par mail et aussi entrer en contact facilement avec l'AMF ou un autre interlocuteur. Ça rejoint ce qu'on disait sur AMF versus ACPR. En fait, quand on clique sur le bouton vert Contacter l'AMF, on a d'abord quelques questions et pour voir si c'est vraiment nous ou l'ACPR vers lequel il faut rediriger l'épargne. Et donc, on fait des campagnes régulièrement pour alerter sur les réseaux. Vous envoyez à l'écran une bonne partie de la dernière campagne. On fait une nouvelle création tous les 2 ans. Et ensuite, on lance la campagne 2 années de suite. Donc ça, c'est la campagne qu'on a créée en 2004, diffusée fin 2024, pardon, et qu'on a rediffusée fin 2025 avec en fait 2 créations. À gauche, c'est pour la cible jeune, puisqu'on c'est pas la même façon de s'adresser aux jeunes, c'est pas les mêmes réseaux. Donc là, on avait repris les codes des réseaux sociaux avec le POV. On avait 4 créas, là vous envoyez 2. Et donc par exemple, la première, c'est quand tu as suivi les conseils trading d'un influenceur sur TikTok, avec d'ailleurs des acteurs internes. Ce sont des collaborateurs de l'AMF que vous voyez à l'écran, notamment. Il y en a 2 de mon équipe. Voilà, parce qu'on a aussi des petits moyens, donc on optimise. Et pour les jeunes, c'était diffusé sur TikTok et Instagram. Et plus à, pas à droite, plutôt au milieu, vous avez des fausses publicités qui étaient diffusées sur TikTok pour une cible un peu plus âgée, pour reprendre en fait les types de fausses publicités qu'utilisent les escrocs, c'est-à-dire avec des rendements élevés garantis. Si un jour vous avez une offre avec un rendement élevé garanti, donc par exemple 9 à 15% garanti qu'on affiche là, ou 10% par an, 100% sécurisé, c'est un gros signal d'alerte. C'est pas possible. En fait, si un rendement élevé, il y a un risque qui est élevé, ça ne peut pas être garanti. Et si en plus on vous dit que c'est une offre réservée à quelques privilégiés à saisir sans attendre, c'est vraiment un gros signal d'alerte. Donc voilà, là on avait fait des fausses pubs, il y en avait 4. Vous en avez 2 à l'écran. Et en fait, ensuite, vous avez la révélation
de l'arnaque, avec déjà quelques questions clés à se poser. Et puis, arnaque, il n'est jamais urgent de perdre son argent. Alors, Voilà ce que... j'ai vu aussi récemment que vous aviez créé un site dédié pour les jeunes. Oui, tout à fait. On mène depuis maintenant presque 2 ans des actions pour sensibiliser les jeunes investisseurs, puisque peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, comme j'ai déjà dit, investissent, donc font partie de ces jeunes investisseurs. Depuis 2020, on a constaté l'arrivée de nombreux nouveaux investisseurs en France. C'est pas propre à la France d'ailleurs. Moi, quand je discute avec mes homologues des autres pays, dans le monde entier, sur l'ensemble des continents, on a tous fait ce constat-là. Et par exemple, sur les 3 dernières années, donc 2023-2025, c'est 1,6 million de nouveaux investisseurs en bourse en France qui sont arrivés. Et en bourse, c'est-à-dire soit en actions, en ETF ou en obligations. Alors certains sont arrivés par plusieurs produits. Et ça a même réaugmenté l'année dernière. On a eu 780 000 nouveaux investisseurs l'an dernier. Et l'an dernier, même davantage en ETF. C'est vrai que les ETF, ça explose. On avait 583 000 nouveaux investisseurs en ETF l'an dernier contre 559 000 en actions. Et ces nouveaux investisseurs, ben, ils sont jeunes, en tout cas la moitié à moins de 35 ans. Et donc, quand on a vu déjà cette arrivée dès 2020, on s'est dit qu'il fallait quand même faire des choses. Donc, on a mené un gros projet avec le CDE de mi-2022 à mi-2024 pour déjà bien les connaître avec des études et puis définir, puis déployer une stratégie d'éducation financière. Donc, la première campagne a eu lieu en octobre 2024. On en a refait une en octobre 2025 et comme je vous l'ai dit, on en refera une cette année en octobre aussi. Donc c'est une campagne qui est aussi sur TikTok et Instagram, puisque c'est là où sont principalement les jeunes. L'année dernière, c'était sur les biais comportementaux. Donc il y en avait 4, biais de mimétisme, biais de confirmation, illusion de contrôle, illusion de connaissance. Ce sont des réactions que l'on a tous et qui peuvent nous empêcher parfois de prendre les bonnes décisions, notamment en matière d'investissement. Donc, on expliquait ces biais, l'impact que ça pouvait avoir et comment les contrer avec des vidéos, des BD et aussi des quiz en story, donc sur les réseaux. Et on a également, ce que vous voyez à droite de l'écran, un site dédié pour les nouveaux investisseurs avec des contenus pédagogiques dont certains renvoient ensuite vers l'espace épargnant. Et y compris, il y a 4 jeux. Je vous ai mis à l'écran le défi de Biface qui, lui, est sur les arnaques. Voilà, 4 jeux pour pouvoir voir quels sont les bons réflexes à adopter. Bien, alors maintenant, leur tourne, il reste quand même deux sujets que tu souhaites aborder. L'Observatoire de l'épargne qui est très intéressant, je trouve, moi, où il y a beaucoup d'informations utiles même pour les épargnants, mais bien sûr pour les professionnels. Et puis, la grande question qui intéresse nos étudiants, c'est la certification AMF. Oui, alors un petit mot sur l'observatoire rapidement. On a effectivement un observatoire de l'épargne qui nous permet de bien connaître le marché de l'épargne, bien connaître les épargnants, leurs comportements, leurs attitudes, leurs perceptions et aussi les pratiques de commercialisation vis-à-vis d'eux. Donc pour ça, on a tout d'abord la lettre de l'observatoire de l'épargne sur notre site et on en diffuse 5 par an. Là, je vous ai mis à l'écran la dernière qui résume en fait une étude en 4 pages et on publie en complément le rapport de l'étude en question. Donc là, en l'occurrence, c'était dans la dernière lettre notre étude annuelle qui est le baromètre AMF de l'épargne et de l'investissement. On a eu d'autres études l'année écoulée, par exemple sur les placements responsables, et j'ai évoqué qu'on en ferait une sur les cryptos cette année, donc qui fera aussi l'objet d'une publication. Et puis, on a un tableau de bord des investisseurs particuliers actifs. Les chiffres que je vous ai donnés, ce sont notamment des chiffres de ce tableau de bord. Donc, vous retrouvez tout ça sur le site de l'AMF dans la partie publication Observatoire de l'épargne. Et puis, la certification professionnelle, effectivement, la plupart d'entre vous la passeront, ou certains l'ont sans doute même déjà passé. Pour nous, c'est vraiment un passeport pour son futur métier, pour avoir des professionnels bien formés, notamment ceux qui sont en contact avec les épargnants ou qui travaillent sur des produits qui vont ensuite être commercialisés auprès d'épargnants.
C'est un dispositif de vérification des connaissances minimales, voilà, pour s'assurer vraiment que les personnes aient un socle de connaissances minimales. Et ça a été mis en place en 2010 pour 8 fonctions clés chez donc les PSI, les prestataires de services d'investissement. Donc ça concerne notamment les conseillers bancaires, les gérants, les analystes. Et on l'a aussi élargi au CIF en janvier 2020 puisque ce sont aussi des conseillers, ils ne sont pas en banque, mais c'est aussi en relation avec les clients. Donc, pour réussir la certification, il y a plusieurs façons, il y en a deux en fait. Soit on passe l'examen auprès d'un des 13 organismes de formation certifiés par l'AMF, donc ce sont des personnes de mon équipe qui vont analyser les dossiers et puis certifier quand le dossier respecte nos exigences. Et il y a aussi chez les psys uniquement, pas pour les CIF, la possibilité de passer un examen interne. Donc ça concerne à peu près 10 000 personnes par an, ça dépend des années. L'an dernier, c'était 14 000, donc des fois c'est un peu plus. Et depuis 2010, c'est 145 000 personnes qui ont passé l'examen. Donc quand je dis l'examen, c'est vraiment l'examen externe auprès d'un organisme de formation. Et puis, je vous ai déjà parlé de l'importance qu'on accorde à la finance durable. Donc on a renforcé en 2021 l'aspect finance durable, déjà en augmentant le nombre de questions dans l'examen AMF. On est passé de 4 questions sur 115 à 15 sur 120. Et on a aussi créé un nouvel examen optionnel finance durable qui a été lancé début 2022. Là aussi avec la même organisation, ce sont des organismes externes qu'on a certifiés qui font passer l'examen. Voilà déjà pour vous donner un premier aperçu, je pense, assez complet de l'AMF. Mais écoute, merci beaucoup Florence, c'était très intéressant. Il nous reste encore quelques minutes pour des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, je peux peut-être commencer par une question justement sur cette dernière slide. On passe une certification, l'AMF à un moment donné, souvent c'est en début de carrière, ou même encore pendant ses C'est études. Ça serait l'étude. intéressant de savoir s'il y a beaucoup d'étudiants qui la passent. Mais la réglementation évolue. Est-ce que vous faites confiance aux sociétés aux organismes qui ensuite emploient les personnes qui ont passé la certification pour faire de la formation continue, ou est-ce que au bout d'un moment, il faut la repasser? Alors, il n'y a pas besoin de la repasser. En tout cas, l'examen auprès d'un organisme de formation, il est acquis à vie. Et il n'y a pas pour l'instant d'objectif enfin de projet de changer les choses. Mais néanmoins, il y a des mécanismes pour s'assurer de l'actualisation des connaissances, puisqu'en fait, au niveau des obligations européennes, et il y a notamment ce qu'on appelle des orientations de l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, qui imposent aux psy de s'assurer, alors là, ça concerne les conseillers, que les conseillers aient bien les connaissances et les compétences pour exercer leur métier. Donc, tous les ans, par exemple, à l'occasion de l'entretien annuel, les banques doivent s'assurer que leurs conseillers ont bien toujours les bonnes compétences et connaissances, ou sinon mettre en place des formations adaptées. Et puis nous, on s'assure aussi de la mise à jour de l'examen pour les nouveaux qui vont passer l'examen. On a une organisation avec les organismes de formation certifiés où chaque année, on regarde ensemble quelles sont les nouveautés réglementaires et donc quelles sont les questions de l'examen qui sont à mettre à jour, voire les nouvelles questions à créer. Puisque depuis 2020, en fait, ce sont les mêmes questions, quel que soit l'organisme de formation où vous passez votre examen. On a créé une base commune, donc chaque organisme contribue à cette base commune et l'AMF valide les questions. D'accord. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment une obligation du côté des banques de mettre à jour les connaissances de leurs conseillers. Et puis côté CIF aussi, les associations professionnelles auxquelles doivent adhérer les CIF doivent les former chaque année. Il y a 7 heures de formation obligatoire sur l'investissement. Il y a une autre question moi, que je voulais te poser à propos de la réglementation et la surveillance. Beaucoup d'épargnants maintenant, de plus en plus, et d'ailleurs je crois que il me semble qu'on le voit dans les chiffres que vous publiez sur les tableaux de bord et l'Observatoire de l'épargne,
maintenant investissent un peu partout, pas uniquement sur des produits qui sont émis dans l'Union européenne, mais aussi sur les marchés américains. Alors oublions les arnaques là, mais moi je suis Mmh. un épargnant. J'ai acheté j'ai ouvert un compte un, un courtier qui est basé au Royaume-Uni, en Allemagne, voire au Canada ou aux États-Unis. Où j'ai acheté un produit assurantiel, enfin peut-être pas assurantiel, mais un fonds qui est émis depuis l'étranger. Si j'ai un conflit avec mon prestataire, est-ce que c'est vous que je vais voir et vous assurez la liaison avec le régulateur local ou comment ça se passe? Alors en fait, tout dépend effectivement de là où est établie la banque ou le courtier. Si le courtier est établi en France et régulé par l'AMF, c'est l'AMF qui est compétente et notamment en cas de litige. Et si vous ne trouvez pas de terrain d'entente avec votre courtier ou votre banque, le médiateur de l'AMF est compétent. Si après, c'est un courtier établi dans un autre pays, et notamment un autre pays de l'Union européenne, là, ça va être le régulateur et surtout la réglementation de ce pays qui va s'appliquer. Et c'est vrai que j'ai évoqué les néobrokers, il y en a un certain nombre, y compris des très connus, je ne citerai pas de nom, mais voilà, il y a d'autres qui sont régulés dans un autre pays. Sachez que dans ce cas, c'est pas l'AMF qui est compétente, et notamment en cas de litige, c'est pas le médiateur de l'AMF qui sera compétent. Et en fait, il faut vraiment regarder ce qui est prévu dans les conditions générales. Et puis alors, si en plus c'est en dehors de l'Union européenne, type Royaume-Uni ou Canada, là, on échappe en plus à la protection européenne. Donc, faut investir plutôt avec un courtier qui a bien les autorisations pour proposer ses services en France, qui soient régulés en France ou régulés dans un autre pays de l'Union européenne. D'accord. Donc l'ESMA, par exemple, qui est le régulateur européen qui, qui vous chapeaute, lui, n'a pas encore ce rôle d'acteur de résolution des conflits pour tout le monde, en Non, fait. non, effectivement, ça reste de la compétence des autorités nationales. Voilà, il y a des missions qui sont de la compétence de l'ESMA, mais il y a encore beaucoup de missions qui sont de la compétence des différentes autorités nationales, et là, c'est le cas. D'accord. Bon, bah, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais peut-être en poser une dernière qui peut intéresser nos auditeurs. Tu as évoqué tout à l'heure qu'il y a à peu près 80 stagiaires qui travaillent à l'AMF. C'est quel profil que vous cherchez? C'est un peu tous les profils ou c'est surtout du juridique ou des spécialistes, enfin des spécialistes, des futurs spécialistes des produits financiers? Bah, il y a des profils assez variés. Alors effectivement, comme on est un régulateur, recherche un certain nombre de profils juridiques ou de profils financiers. Mais voilà, ça dépend des directions. Effectivement, la direction des affaires juridiques, notamment, on va chercher des juristes, mais il y a aussi j'ai pas évoqué des juristes de proximité dans l'ensemble des directions. La direction de la gestion d'actifs, par exemple, ça va être plutôt des profils financiers, mais dans ma direction, ça va être d'autres profils. Moi, je vais prendre, par exemple, des fois des profils plutôt communication, marketing. On a aussi des profils d'ingénieurs, notamment des data scientists, par exemple sur ce qui est surveillance des marchés financiers. On a pas mal, mais aussi dans notre direction, pas mal de profils d'ingénieurs. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs ce soir. Je sais qu'il y en a qui participent au challenge. Et ce sont plutôt des stages longs, c'est-à-dire 6 mois, mais où on peut postuler pour des stages plus courts. C'est en général des stages de 6 mois. En fait, toutes les offres de stage sont publiées sur notre site. Il faut aller sur la partie recrutement qui doit apparaître en haut de notre site. Toutes les offres sont publiées au fil de l'eau. Donc là, par exemple, on a déjà publié une partie des offres qui vont démarrer cet été ou à la rentrée de septembre.
Donc c'est 6 mois et en général c'est des étudiants de M1, M2, enfin, ou année de césure entre le M1 et le M2. Bon, très bien. Ben, je vois que certains se sont inquiétés de savoir si ce webinaire allait être rediffusé. Oui, bien sûr, il sera rediffusé, il sera disponible et même on va envoyer à, à l'ensemble de nos contacts le lien donc voilà. Merci beaucoup, Florence. C'était très intéressant. Même moi qui connais bien l'AMF depuis un certain temps, j'ai appris des choses. Ben écoute, je te remercie infiniment. Merci aussi à toi, Aldo, puis merci à tous pour votre attention. J'espère que vous avez appris plein de choses.